Madame, Monsieur, bonsoir. Dans notre émission ce soir, interview du ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiqi. Ce sera bien sûr au sujet du programme exceptionnel visant à limiter les effets du manque pluviométrique dans notre pays. Car en effet, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses instructions au gouvernement pour débloquer une enveloppe de 10 milliards de dirhams, soit 1/10 du PIB agricole national. Ce programme exceptionnel, élaboré par le gouvernement, vise donc à alléger l'impact sur l'activité agricole, sur le monde agricole, mais aussi à fournir des aides aux agriculteurs et aux éleveurs. Donc ce soir, il sera question des détails de ce programme, de son financement, de sa gouvernance et de sa mise en œuvre. Ceci étant dit, sur le plus long terme, comment répondre aux problèmes structurels du secteur agricole, puisque le stress hydrique que le Maroc traverse cette année est inédit depuis 1981. Le taux de remplissage des barrages ne dépasse pas une moyenne nationale de 34% seulement. Quels sont les moyens que la tutelle compte mettre en œuvre afin de s'y adapter, de s'adapter à un stress hydrique qui risque de durer dans les années? Quelles alternatives optimales aux productions agricoles? Doit-on continuer à exporter de l'eau, comme on dit dans le jargon agricole, ou faudra-t-il revoir le modèle à même d'optimiser nos ressources hydriques? Comment répondre aux défis de la commercialisation des produits de l'agriculture? Bref, quelles sont les réponses du nouveau gouvernement et du ministre par rapport aux défis multiples du socle de notre économie, l'agriculture? Mohamed Sadiqi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre aux questions de Médien TV. Jusqu'à quel point, Monsieur le Ministre, jusqu'à quel point cette campagne agricole est-elle menacée? En chiffres, pouvez-vous nous donner une idée sur l'étendue des dégâts? Alors, d'abord, je dois commencer par dire que c'est une année exceptionnelle. Une année que nous n'avons pas vue depuis 1981, c'est-à-dire depuis 40 ans. Donc, un déficit hydrique qui dépasse aujourd'hui, maintenant, 68% par rapport à une année normale. Et 65% par rapport à la campagne dernière. Elle est particulière, cette campagne, parce que nous avons démarré avec une réserve d'eau dans les barrages. Je parle bien des barrages à usage agricole, qui est avec un niveau très bas. Aujourd'hui, les barrages sont à 31%. Je parle des barrages agricoles, parce qu'ils sont pas, la totalité des barrages fait un peu plus. 31%. Mais lorsqu'on exclut les barrages qui alimentent leur herbe et le locos, nous sommes à 12% en moyenne. Donc, ça veut dire que nous avons arrêté l'irrigation dans plusieurs périmètres irrigués et donc on utilise essentiellement l'ODNA pour sauvegarder donc l'arboriculture dans ces zones. Alors, l'impact est visible, très important, sur le couvert végétal de manière globale, particulièrement sur les parcours dans plusieurs régions, surtout les régions du partie sud donc du pays et de l'Est, et puis sur les céréales, essentiellement les cultures céréalières, et puis les cultures d'automne pluviales, notamment les fourrages et les légumineuses, dans les zones, si vous voulez, qui sont très touchées. Donc à part la région de Casablanca, Stade, Rabat, Kenitra, Salé Kenitra et puis Fès Meknès, évidemment, Tanger, Tétouan, l'ouest de la région, le reste est très touché. On n'a pas de chiffres. En fait, cela m'amène, vous avez parlé de céréaliculture, dans le projet de loi, dans la loi de finances, on table sur une production de 80 millions de tonnes, de 80 millions de quintaux de céréales cette année. On en est bien loin, Mohamed Sadiqi. Plus ou moins, est-ce qu'on a des projections sur l'impact sur la production céréalière? Alors, en général, donc les céréales, l'estimation des céréales de la production se fait au mois d'avril. Évidemment, aujourd'hui, vu l'état, on peut dire déjà, je vous donne quelques chiffres sur l'état des céréales actuellement en place. Nous avons pratiquement 35%, ça fait à peu près 1 200 000 hectares qui sont dans un état satisfaisant. Alors, 27% sont perdus, pratiquement 1 million d'hectares. Nous avons 1,3 million qui sont dans un état, je dirais, médiocre. Donc, c'est cet état qui a été établi hier
au niveau donc, national. Alors, la reprise, si vous voulez, des pluies, et j'espère, Inch'Allah, peut vraiment nous permettre de sauver le 1 300 000 hectares qui sont dans un état satisfaisant. Donc le tiers, en fait. Le tiers, un peu plus que le tiers. Donc, bon, pour parler à tout cela... Évidemment, nous avons 350 000 à 400 000 hectares dans l'irrigué, qui fait partie, bien sûr, de 1 million, mais qui va être conduite sur un régime hydrique. Donc, déjà, pour pallier à cela, ce que je disais, c'est qu'on importe déjà et que le gouvernement marocain, pour aussi pallier, parce qu'il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est la cherté des matières premières, notamment le blé sur les marchés internationaux, 290 $ la tonne l'année dernière, 340 $ en 2022, sans même comparer aux chiffres de 2020, parce qu'il y a eu quand même une augmentation assez conséquente. Quelques détails, Monsieur le Ministre, sur le mécanisme de compensation à l'importation et à qui profite-t-il? Alors, d'abord, le contexte international est connu aujourd'hui. Il est compliqué depuis plusieurs mois, depuis pratiquement déjà une année. Et on a assisté donc à une augmentation, à une flambée des prix de certains produits agricoles, y compris les céréales. Dû bien sûr à l'énergie, je pense qu'on reviendra à l'énergie, mais aussi à des mauvaises productions dans certaines régions, plus un certain nombre de perturbations de transport, etc., dans certaines autres régions. Donc, dès le début de son mandat, le gouvernement, la première décision qu'il a prise, c'est la compensation, c'est-à-dire c'est la restitution à l'import. Et donc, c'est-à-dire, comment ça se passe? On restitue le supplément par rapport à un prix de référence qui est de 270 dirhams, donc entrée-sortie port, le quintal. Donc le supplément est supporté par l'État. Donc vous voyez que ça profite à tous les importateurs, à tous les citoyens en réalité. Très bien. Bon, alors, vous avez parlé de perturbations. Il y a bien sûr des perturbations d'ordre sanitaire, comme bien sûr l'impact de la Covid, de production. Il y a aussi les crises politiques. On parle aujourd'hui de la crise ukrainienne. C'est quand même le troisième pays, ou en tout cas c'est le Maroc, le troisième importateur du blé ukrainien. Ce blé-là, son exportation a été suspendue. Oui. Quel impact sur tout simplement l'alimentation du marché national? On ne parle même plus des prix. Oui, alors sur le plan approvisionnement, notre pays a toujours diversifié les sources. Évidemment, c'est en fonction des prix, etc. Mais nous avons une diversification des sources. Nous avons l'Europe, la France en particulier. Nous avons la mer Noire, effectivement, l'Ukraine en particulier, et puis les États-Unis. Alors, cette crise est venue ajouter une couche supplémentaire donc, de stress sur donc, le blé. Mais donc l'état, si vous voulez, de nos approvisionnements, et parce qu'on le suit donc chaque jour, aujourd'hui, on est dans une situation donc tout à fait confortable parce que nous avons une couverture de stock d'abord de plus de 3 mois, de 3 mois et demi, 4 mois donc disponible, et puis tout ce qui est en train de rentrer également. Et puis, bon, cette crise, nous espérons que ça ne va pas continuer. Évidemment, elle a son impact et elle va avoir un impact sur les prix également. Elle va un peu exaspérer un peu les prix. Mais sur ce plan, je dois dire que la stratégie du pays en matière donc d'importation, c'est de diversifier donc les marchés. Et aujourd'hui, sur le plan de l'approvisionnement, il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Nous allons peut-être revenir aussi un peu plus tard, Monsieur le Ministre, sur cette question de céréaliculture, parce qu'elle pose le débat. Elle pose non seulement question, mais elle pose le débat, notamment par rapport à la souveraineté alimentaire. Alors, outre la céréaliculture, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, quelles sont les autres filières les plus exposées au stress hydrique? Alors, il y a donc parmi les cultures d'automne qui sont aujourd'hui les plus touchées, nous avons les fourrages et nous avons les légumineuses, essentiellement la fève, la févrole, et puis la lentille qui sont touchées, si vous voulez, et surtout dans la partie, comme j'ai dit, la partie sud du pays. Dans les zones irriguées, évidemment, la priorité est donnée à l'arboriculture, aux arbres, pour tout ce qui est donc là où il y a encore de l'eau.
et donc on interdit pratiquement les cultures annuelles. Par contre, on concentre tout l'effort dans les zones où nous avons suffisamment de réserves d'eau pour pouvoir assurer l'approvisionnement. Quand vous dites, excusez-moi, je vous interromps, Monsieur le Ministre, quand vous dites quand on a suffisamment de réserves d'eau, vous parlez des eaux de surface ou vous parlez des nappes phréatiques? Les deux en même temps. Maintenant, on utilise toutes les possibilités que nous avons parce que nous sommes dans un état, on essaie de rationaliser et si vous voulez, de donner la priorité à des assolements qui vont de cultures principales, de légumes essentiellement, pour l'approvisionnement donc de notre pays. Et nous avons un programme spécifique qui est suivi selon une gouvernance spécifique dans les régions, notamment du Gharb, où nous avons plus de 55% de ressources dans les barrages, le Locos également, et puis dans les autres régions, l'eau disponible est prioritairement utilisée pour l'arboriculture, pour sauver donc l'arboriculture, pour qu'elle ne souffre pas, parce que la production de septembre, octobre des agrumes, par exemple, nécessite une irrigation pendant cette période, pendant la période de floraison également. Alors, justement, c'est pour surtout préserver le capital. C'est le premier axe du programme exceptionnel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI la semaine dernière. 10 milliards, 10 milliards de dirhams. Quelles sont les premières étapes de la mise en place, de la mise en œuvre de ce programme, Monsieur le Ministre, avant qu'on parle des axes? Alors, d'abord, si vous voulez, ce qui est très important, c'est l'état des lieux et ce sont les besoins, de définir les besoins et de prioriser les actions. Et de savoir où est-ce qu'on doit intervenir donc, en priorité, parce qu'il y a des choses à sauver. Donc pour qu'on puisse, parce que pour reprendre le terme, effectivement, c'est sauver le capital animal et le capital végétal. Vous savez, si on perd un arbre, c'est des années, si vous voulez, qu'on perd. C'est la même chose pour les animaux, c'est le capital de production des éleveurs. Et donc, ce sont les actions les plus urgentes. Et on reviendra donc sur les axes, si vous permettez. Alors, avant de revenir sur les axes, comment sera financé ce programme? Alors, bien sûr, il y a le fonds Hassan II pour le développement économique et social qui contribue pour un montant de 3 milliards de dirhams. Restent les 7. Comment seront-ils financés? Alors, donc, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné donc ses instructions pour que 3 milliards soient financés par le fonds Hassan II de solidarité, et il va financer les aspects qui vont directement aux agriculteurs, aux éleveurs. Je reviendrai là-dessus sur les détails. Nous avons 1 milliard de dirhams d'assurance, assurance multirisque, donc pour un capital de 1 million, c'est-à-dire de 1 milliard, pardon, de 1 milliard de dirhams, pour un capital qui couvre 1 million d'hectares, c'est-à-dire 1 milliard donc de dirhams. Et puis, nous avons la banque. Ce sera l'assurance, ce seront les assurances qui prennent en charge cette partie-là. C'est l'assurance, ça vient d'assurance parce qu'il y a une contractualisation et il y a bien sûr le ministère, c'est-à-dire l'État, soutient cette assurance de 53 jusqu'à 96% en fonction de la superficie. 96% pour les petits, pour les tout petits, etc. Donc il y a une intervention de l'État à ce niveau. Mais c'est une assurance donc, qui a pris de l'importance au cours du temps. Et aujourd'hui, on est à 1 million d'hectares qui est assuré. Alors, nous avons l'autre contributeur, c'est les 6 milliards qui restent, c'est la banque. Et donc, la banque aussi va mettre vraiment de tout pour qu'il y ait un programme spécifique, exceptionnel, pour cette campagne, pour le reste de la campagne. D'abord, le rééchelonnement des dettes des agriculteurs. Deuxièmement, l'accompagnement des agriculteurs. Et lorsque je parle des agriculteurs, je dois vraiment préciser que la banque fait un excellent travail pour segmenter les agriculteurs. Il y a les petits, il y a les éleveurs, il y a les moyens, il y a ceux qui ont de l'arboriculture, il y a ceux qui font de l'export, etc. Tout ce monde nécessite donc un accompagnement. Et puis, très important, comme des produits spécifiques pour ce qui reste de la campagne en termes de culture printanière et puis préparer la campagne prochaine. Nous en parlons de cette culture printanière. Alors, premier axe, préserver le capital animal et végétal. Pareil, même question. Est-ce qu'on a une idée sur ce qui est perdu en termes de cheptel?
Alors, cheptel, nous n'avons rien perdu en termes de cheptel. Aujourd'hui, nous avons un cheptel qui manque d'alimentation, en termes d'alimentation. L'état sanitaire est un très bon état sanitaire parce qu'il a été suivi, etc. L'ONSA a fait son travail, il y a des interventions par-ci, par-là. Autre chose que je dois préciser, c'est qu'il y a eu des interventions. On n'a pas attendu jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu des interventions. Bon, mais vous n'avez pas communiqué là-dessus, parce que d'ailleurs, souvent c'est revenu. Bon, on n'entend pas vraiment parler des actions du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vu les prémices de la sécheresse bien avant. Parce que, vous savez, peut-être on n'a pas communiqué, parce que ce sont des actions qui sont, quand on commence la campagne, nous avons des actions totalement routinières et qu'on appuie les régions. Et c'est très localisé, c'est dans des provinces, etc. Donc c'est un programme qui continue. Donc, alors, en termes d'approvisionnement, en orge subventionnée, on ne l'a pas arrêté pratiquement, mais on a Figuig, par exemple, la région de l'Oriental de manière globale, Jrada, Marrakech, Rahamna, et puis d'autres régions, la région donc de Dra'at Filalt également. Ce sont des régions qui ont reçu déjà jusqu'à présent 1 million de quintaux depuis le mois d'octobre. Mais c'est éparpillé. Quelle que soit la taille de l'élevage. Quelle que soit la taille de l'élevage, c'est-à-dire qu'il y a une liste qui est établie des éleveurs sur qui ont besoin, et puis ils achètent l'orge subventionnée, plus les montagnes où chaque année, on approvisionne les montagnes parce qu'il y a la vague de froid, donc où il y a un soutien de l'État aux éleveurs dans cette région. Donc l'élevage est en bonne santé. L'élevage, nous avons 27 millions de têtes aujourd'hui d'ovins et de caprins, 3 millions donc le cheptel bovin, et puis 200 000 donc de camelins. Aujourd'hui, l'urgence c'est quoi? L'urgence c'est que justement qu'on ne laisse pas donc le cheptel souffrir. Aujourd'hui, il est dans un état qui va passer à un état critique dans certaines régions. Donc c'est pour ça que ce programme d'envergure va intervenir pour apporter l'alimentation et l'eau. Décapitalisation, il n'y a pas. Si vous parlez que le cheptel il est intact, donc on ne parle pas d'opération d'abattage pour sauver ce qui peut être sauvé. On parle même de baisse des prix des viandes. Alors, les baisses des prix, la hausse des prix de certains fourrages, etc., ce sont des indicateurs justement qui nous montrent comment il faut intervenir et à quel moment il faut intervenir et où il faut intervenir. Donc aujourd'hui, on a ces indicateurs qui commencent à bouger. C'est pour ça que ça devient urgent d'intervenir. Donc en fait, il n'y a pas eu cette opération de décapitalisation chez plusieurs éleveurs, c'est-à-dire qu'ils abattent les bêtes parce que tout simplement ils n'ont rien à leur donner à... Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines régions, les éleveurs qui n'arrivent pas à suivre en termes d'alimentation, ils essayent de vendre, évidemment, de liquider, de vendre. C'est vrai que dans certaines régions, les prix ont baissé par rapport donc au prix normal, mais et ça a été exacerbé aussi par la situation actuelle de Covid et les marchés, etc. Donc, juste pour dire que cette intervention, nous avons l'espoir et nous avons, si vous voulez, pratiquement l'habitude de gérer ce genre de choses. L'intervention de l'État à grande échelle va stabiliser les choses en termes donc de prix et en termes donc d'élevage. Dernier point sur la mise en œuvre et surtout sur la gouvernance, Monsieur le Ministre. Comment être sûr que ces aides, parce que ce sont finalement des aides directes, on va distribuer du fourrage, on va distribuer de l'eau, pour être sûr que tout le monde va en profiter et de manière équitable. Parce qu'il y a eu par le passé certains manquements et qui malheureusement ont impacté davantage certains agriculteurs et éleveurs. Alors, d'abord, il y a une gouvernance dédiée, exceptionnelle pour ce programme. Au niveau de la tutelle, région? Au niveau de la tutelle et jusqu'au dernier point, si vous voulez, parce que la tutelle est présente partout. Et donc, nous avons plus la coopération et le partenariat avec nos collègues et amis au niveau du ministère de l'Intérieur, évidemment sur place. Parce que tout se passe localement et sur place. Donc, il y a sur place, d'abord, on va travailler à guichet ouvert.
On ne va pas passer par ces comités, ces listes. On doit juste s'assurer que celui qui veut acheter de l'aliment composé ou l'orge subventionné, il faut qu'il soit agriculteur ou éleveur, parce que nous ne voulons pas de spéculateurs. Et donc c'est la seule chose laquelle on va s'assurer. Donc, et puis nous avons une répartition au niveau national qui va toucher l'ensemble des provinces. Nous avons à peu près 300 ce qu'on appelle les centres relais, c'est-à-dire les entreprises qui vont livrer l'orge, avec lesquelles on va contractualiser, ils vont distribuer l'orge sur 300 centres relais. À côté de cela, nous allons mettre en place, on l'a déjà lancé, des marchés de transport qu'on va mettre à la disposition des directeurs régionaux et locaux pour les communes qui sont loin de ces centres. Par exemple, dans une province où nous avons 4 centres, s'il y a certaines provinces qui sont loin de ces 4 centres, le ministère va assurer le transport à l'agriculteur jusqu'au chef-lieu de la commune. Parce que notre objectif, c'est que l'orge subventionné doit être vendu à 2 dirhams, c'est-à-dire l'éleveur, là où il soit, il faut qu'il paye 2 dirhams, mais pas plus de charges. Très bien. Deuxième axe, Mohamed Sadiqi, deuxième axe du programme exceptionnel, il s'agit bien sûr des indemnisations et cette assurance. Quelle est la différence entre ce milliard de l'assurance agricole dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sera financé par tout simplement les contributions finalement des agriculteurs qui ont contribué à cette assurance risque, et le fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles? Alors, non, l'assurance, c'est pas le fonds. Le fonds ne participe pas à cette assurance. Cette assurance est une assurance que nous avons mise en place dans le cadre du plan Maroc Vert, et on est parti de très peu. On est parti de quelques 200 000 peut-être hectares qui étaient assurés pour arriver à 1 million. Donc l'assurance est rentrée dans la culture des agriculteurs aujourd'hui. Mais l'État, je dois encore le préciser, participe jusqu'à 95-96% de contribution donc à cette assurance, c'est-à-dire que l'agriculteur paye très peu. Il y a les petits agriculteurs qui payent 20 dirhams, 25 dirhams l'hectare. Donc c'est une assurance, un produit qui a été lancé dans la stratégie justement de faire face à ces changements et à ces aléas dans les zones pluviales. Et donc, chaque année, nous avons des indemnisations en fonction des zones qui sont touchées. Et cette année, donc, nous avons 1 million d'hectares qui, si elle est toute perdue, elle va être totalement indemnisée. Mais il y en aura plus de perdus qu'1 million. Qu'en est-il des autres ? Les autres, l'assurance est une assurance, c'est-à-dire il faut que l'agriculteur ait contractualisé cette assurance. Et pour ceux qui ne sont pas contractualisés avec une assurance, parce que là on parle d'1 million, alors que les surfaces agricoles font 9 fois ce chiffre. Oui. Bon, elles ne sont pas toutes, bien sûr, alhamdoulilah, elles ne sont pas toutes impactées par la sécheresse, mais qu'en est-il des autres qui sont impactées, qui ne sont pas contractualisées? Nous avons 3,5 millions aujourd'hui de céréales. Qui était. 1 million est contractualisé. Donc, il y a 2 millions qui n'est pas contractualisé. Oui. 2 millions, il n'y aura pas de compensation pour ces... Mais pourquoi ne pas revenir à ce fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles? Ça, ce sont des choses qui vont être discutées au niveau du gouvernement. Très bien. Et qui sera indemnisé? Donc, ces gens-là qui sont, bien sûr, assurés, oui. À hauteur de 100%? 100%. Des pertes? Non, pas 100%. L'assurance a une équation. Oui. Vous voyez, nous avons 1 million, juste pour vous donner un chiffre, 1 million d'hectares, 1 milliard de dirhams. Donc, si vous faites la moyenne, c'est pratiquement 1000 dirhams donc, par hectare. Par hectare. Très bien. Ça c'est la moyenne. Il y a ceux qui vont avoir plus ou moins en fonction de la catégorie. Et encore une fois, selon la catégorie de l'agriculteur. Selon la catégorie. Et est-ce que les petits agriculteurs ont adhéré à ce programme d'assurance, Monsieur le Ministre? Vous savez, 85 à 90% de cette assurance, c'est les petits agriculteurs. Ah. Justement. Et pourquoi l'État a soutenu les petites superficies, c'est pour faire adhérer les petits agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est rentré dans leur culture. Donc, un agriculteur qui paye 20 ou 25 dirhams l'hectare, il ne va pas hésiter à mettre, quelle que soit l'année,
Vous voyez. Et donc, c'est rentré dans la culture et c'est très important. Et dans le cadre de la génération green, l'objectif, c'est d'arriver à 2 500 000 hectares d'ici 2030, en augmentant progressivement donc l'assurance. Dans 10 ans. Alors, si vous permettez, on va passer au troisième axe du programme exceptionnel, Monsieur le Ministre. Financement, restructuration de dettes. De quelle dette sera-t-il question? Comment seront rééchelonnées ces dettes-là? Combien de surfaces emblavées sont concernées? Ici, c'est la banque va donner tout le détail. Je pense qu'ils vont sortir et puis ils vont donner tous les détails possibles. Mais comme vous l'avez dit, il y aura donc un traitement des dettes, de l'endettement des agriculteurs, chacun en fonction donc de son cas. Il y a les petits agriculteurs et les moins petits, c'est-à-dire qu'il y aura un rééchelonnement, une annulation un décalage. Des dettes. Certains ont parlé d'annulation pour les taux petits. Non, il n'y a pas d'annulation de dette, il y a un rééchelonnement de dette, il y a un décalage, si vous voulez, dans le remboursement. Cette année est une année exceptionnelle. On va reporter donc leur dette à plus tard. Donc la banque accompagne, elle essaie d'ajuster donc au maximum pour avoir le maximum d'appui et d'accompagnement. Et puis, ce qui est très important, c'est l'accompagnement des agriculteurs pendant cette période, d'ici à la campagne prochaine. D'abord, les cultures printanières. Il faut absolument qu'ils aient de quoi, si les pluies, on aura Inch'Allah des pluies, si donc la pluie revient, il y aura besoin de financer les cultures, la mise en place des cultures printanières. Et donc la banque a des produits spécifiques pour cela et ils vont détailler tout ça. Donc, il y a également l'accompagnement pour l'utilisation de l'eau. Il y a certaines parties, certaines régions, la question des eaux saumâtres qui existent dans des nappes et ils sont très très fréquentes. Il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de déminéraliser cette eau et l'utiliser rapidement avec des machines très rapides, donc mobiles, etc. Et le Crédit Agricole va contribuer également pour qu'on puisse faire vite au niveau des régions où cela est possible. Très bien. Pardon, allez-y, je vous en prie. J'ajoute une chose, c'est que le crédit, il est là également, le Crédit Agricole, enfin la banque, est là également pour ne pas laisser les opérateurs qui approvisionnent avoir donc des problèmes. C'est-à-dire il y a un accompagnement continu pour, vous savez, on a parlé de l'approvisionnement du pays, il faut que tout si vous voulez, toute cette mécanique qui a été mise en place pour gérer cette campagne, il faut que la banque l'accompagne au cas de besoin. Très bien. Bien sûr, il y a d'autres formes de soutien. Est-ce qu'il y a d'autres formes de soutien aux populations rurales? Je parle des familles, comme ce fut le cas par exemple pour la Covid. Non, il n'y a pas on n'est pas dans cet état. Dans cet état d'esprit. Par contre, il y a des appuis à la commercialisation des produits locaux, les coopératives, leur encadrement. Il y a l'encadrement pour accompagner tout le chantier Aourache, qui va bénéficier aux associations, aux coopératives, dans le milieu rural également. Donc il y a tout un ensemble, donc, si vous voulez, d'opérations au cas par cas, région par région, en fonction des activités. L'idée, c'est d'aider les populations locales. Il y a des concertations avec d'autres départements, ce que vous dites. Bien sûr, ça c'est un programme gouvernemental. Donc il y a également l'eau potable qui va être assurée par le ministère de l'Intérieur. Donc il y a des concertations évidemment avec les autres départements qui interviennent. Donc c'est un programme gouvernemental, donc cohérent dans la vision globale. Très bien. Alors, on parle aussi d'un programme. Est-ce qu'on parle aussi d'un programme gouvernemental dans la gestion de l'eau, dans comment s'adapter au stress hydrique, Monsieur le Ministre? Est-ce qu'il y a une concertation avec le département de l'eau en l'occurrence? C'est un problème aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, c'est un problème structurel dans notre pays aujourd'hui. C'est un problème structurel et depuis l'avènement du plan Maroc Vert, et je dois le rappeler, c'est très important, 70% de l'investissement de l'État est dans l'économie de l'eau et la mobilisation des eaux. Alors aujourd'hui, nous sommes à 750 000 exactement hectares d'eau irriguée, de superficie irriguée dans les zones irriguées par donc goutte à goutte. Donc 700 000. Et l'objectif dans la génération green qui continue cet investissement, c'est d'arriver à 1 million d'hectares sur 1 600 000 que nous avons dans les périmètres irrigués. Et également, nous avons
entamer la mobilisation des eaux qui ne sont pas conventionnelles. Et ça, c'est très, très important. Alors, quelles sont ces eaux qui ne sont pas conventionnelles? C'est d'abord le dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, la station de Chtuka est rentrée en fonctionnement il y a 3 semaines. La ville d'Agadir aujourd'hui est alimentée à partir de l'eau dessalée, totalement. Et 15 000 hectares vont être irrigués à partir de cette station. Et toute la zone donc, de Chtuka va être dans un confort en matière d'alimentation, de sécurité, je dirais, pas de confort, mais de sécurité d'alimentation, donc en eau d'irrigation. Le deuxième projet qui va être lancé incessamment, c'est à Dakhla, avec l'objectif d'irriguer 5 000 hectares. Vous savez, Dakhla, aujourd'hui, nous avons 800 hectares. 800 000, Inch'Allah, dans l'avenir. 800 hectares, je dirais, d'agriculture. Oui. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 5 000 hectares avec ce barrage, c'est-à-dire dans 2 ans et demi, on aura 5 000 hectares à Dakhla. Et donc, c'est tout un périmètre qui va être créé. En plus d'alimentation de la ville de Dakhla. Donc, si vous voulez, voilà les stratégies. Et ça, c'est le ministère de l'Agriculture qui a investi dans ces opérations. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération... Parce qu'aussi, l'agriculture, excusez-moi, monsieur le ministre, c'est ce qui pompe le plus d'eau oui. En termes d'utilisation. Bien sûr. Mais sur le chiffre qu'on avance souvent, c'est 80%. Bon, il est sujet à débat, mais en tout cas, beaucoup de l'eau dont nous disposons au Maroc va pour l'agriculture. C'est un peu normal que votre département en prenne en charge. Comme partout au monde. Normal. Comme partout au monde, c'est normal. C'est normal parce que l'eau qui est là, il faut l'utiliser, il faut la valoriser. Certainement. Et donc, ce qui arrive à l'agriculture, ce n'est pas 80%, on est autour de 60% parce que entre ce qui sort du barrage et ce qui arrive à l'agriculture, il y a beaucoup de pertes, encore, malheureusement. Dans le transport. Dans le transport, dans les canaux qui doivent être refaits, etc., etc. Donc la convergence est là. Il y a des discussions effectivement avec les autres départements concernés, mais la génération green, la nouvelle génération, la stratégie sur les 10 ans, place encore la question de l'eau et de la résilience au cœur de son action. Donc ça c'est très très important. Et donc l'eau aujourd'hui, les infrastructures sont là. Aujourd'hui, nous savons faire le dessalement. À quel prix? Maintenant, à des prix très intéressants. Est-ce que le mètre cube est compétitif par rapport à l'eau conventionnelle, l'eau dessalée? Oui, il n'est pas compétitif à Agadir parce que c'est l'énergie qui coûte cher. 2 tiers du prix du mètre cube va pour l'énergie. C'est le coût de l'énergie. À Dakhla, il va coûter à 2 dirhams. Le soleil. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un parc éolien qui est couplé à cette station. Agadir, c'est également ce qu'on va faire dans le futur. On va l'étendre, il faut absolument générer l'énergie renouvelable. Absolument. Donc, la technologie est là. Maintenant, et puis la stratégie de l'État, je pense que c'est ce qui va se passer pour l'alimentation de Casablanca et pour les grandes villes. Ça sera donc la stratégie et les objectifs donc, futurs en matière d'économie d'eau. Alors, donc pour vous, en fait, on a vraiment atteint certains des objectifs du plan Maroc Vert en ce qui concerne la gestion optimale de l'eau dans l'agriculture. Bien sûr. Mais l'eau, la question de l'eau, vous voyez, quand je vous dis, lorsque l'eau arrive à la parcelle de l'agriculteur, je peux vous garantir que nous sommes parmi les meilleurs au monde en matière d'utilisation de cette eau et de sa valorisation. Lorsque le système d'économe en eau est utilisé, c'est-à-dire le goutte à goutte est utilisé. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement qu'il est vraiment économe? Bien sûr. Certains scientifiques disent le contraire. Parce qu'ils se trompent d'équation. Je vous le dis parce que je suis scientifique. Je parle aux scientifiques que vous êtes, justement. Se trompe d'équation. Parce que nous avons économisé 2 milliards de mètres cubes, ils pensent que ces 2 milliards sont quelque part stockés. Non, on les a utilisés pour augmenter la productivité. D'où vient la productivité que nous avons? Nous avons intensifié d'abord par hectare. Aujourd'hui, l'agriculteur qui avait une culture sur sa parcelle, il en fait 2 ou 3 par an parce qu'il a l'eau toute l'année. Donc, cette eau nous a permis d'augmenter notre productivité, d'abord en rendement, mais également en volume.
Et c'est ça ce qui alimente nos marchés. C'est pour ça que pendant le Covid, on n'a pas eu de problème. Et c'est pour ça que les prix se stabilisent et on essaiera de stabiliser davantage dans le futur, etc. etc. Donc c'est la valorisation de l'eau, si vous voulez. C'est ça ce qui est important. Mais dire que les systèmes sont économes, c'est-à-dire qu'en gros, ils disent qu'on a utilisé plus d'eau. Non. Non, c'est que cette eau, elle est valorisée. Bien sûr, on a augmenté les superficies également, donc on utilise plus, mais elle n'est pas perdue. Vous voyez, c'est ça la différence. Cette eau, on ne perd moins d'eau, on valorise mieux l'eau qu'auparavant. Vous parlez des plantations aussi. Ce sont des plantations à forte valeur ajoutée qui valorisent l'eau et qui sont quand même moins aquavores. Est-ce qu'on se dirigerait vers cela, Monsieur le Ministre ? Oui, bien sûr. Les plantations, vous savez, le plan d'assainissement, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi qui rentre dans le cadre de la gestion de l'eau. Évidemment, il faut utiliser les espèces qui sont moins consommatrices en eau, mais en même temps, il faut voir ce que vous pouvez produire dans une région donnée en fonction des conditions. Et puis, ce que vous pouvez sortir du mètre cube d'eau. Si vous avez une culture, prenons une tomate, vous savez, une tomate, elle vous permet d'abord de faire travailler beaucoup de monde. Donc, c'est l'objectif. Voilà. Et c'est ce mètre cube qui fait travailler, qui augmente, si vous voulez, donc l'emploi. Et puis, la valeur ajoutée, c'est une plante disons, un produit à haute valeur ajoutée, en plus de l'alimentation, donc de l'approvisionnement du marché local. Et donc, le raisonnement, il fait comme ça. Quelle culture me donne le plus, me valorise mieux l'eau, en utilisant avec l'impact sur le développement socio-économique, sur l'export, sur tout le... Quand on dit que, Monsieur le Ministre, quand vous entendez l'expression « on exporte de l'eau au Maroc », cela ne vous... Bon, ça, c'est sorti. Moi, je connais très bien le sujet. Naturellement. Parce que c'est sorti des classes académiques, etc. Mais il faut vraiment analyser sur le plan économique. Quand on dit exporter, bien sûr, vous exportez de l'eau. Quand on importe aussi, on importe de l'eau. Quand on importe des produits agricoles, on importe de l'eau aussi. Oui, mais de pays qui n'ont pas de stress hydrique. Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez faire alors avec l'eau ? Moi, c'est ça la question que je veux poser à ces gens. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette eau ? Parce que cette eau, si vous ne la valorisez pas... Peut-être préserver aussi les nappes phréatiques. Bien sûr, il faut les préserver. La situation aujourd'hui de beaucoup d'eau souterraine est très critique. Vous le savez mieux que moi. Bien sûr, il faut la valoriser. Ce qu'on fait pour le dessalement, c'est pour préserver ces nappes. Nous avons donné aujourd'hui à Chtoka, quand on a mis en place le système de dessalement, on va interdire le pompage. Et donc, c'est comme ça qu'on va préserver. Comme ça, on va préserver. Donc, si vous voulez, c'est la rationalisation de l'eau, son utilisation, sa valorisation qui est très importante. Et dans l'équation, il faut absolument regarder, si vous voulez, l'impact de cette valorisation de l'eau. Et c'est comme ça qu'on peut dire, est-ce qu'on est en train de perdre ? Parce que quand on dit on exporte de l'eau, c'est comme si on est en train de perdre cette eau-là. Non, c'est pas ça. Ça crée des emplois, Peut-être qu'il y a des cultures, si on fait les calculs, le détail, on va dire oui, cette culture, elle est pas très, très économe en eau. Céréales. Ils vont mieux comme céréales. Les céréales, elles ne valorisent pas l'eau. Quand je dis valorisation, l'agriculteur, si vous lui donnez le choix, il ne va pas faire de céréales quand vous lui donnez l'eau. Parce que là, son revenu ne va pas augmenter comme s'il avait une culture, si vous voulez, plutôt arboricole ou une culture maraîchère, etc. Donc c'est une question qui n'est pas simple et qui a plusieurs volets. Et donc il faut la prendre dans son contexte précis. Mais par contre, sur la question de l'eau, je peux vous dire que nous avons aujourd'hui, sans nous tromper, en gros, encore 60% de perte d'eau. Est-ce qu'il faut continuer à augmenter la surface des terres agricoles irriguées ? Oui, bien sûr, il faut si la ressource encore le permet, il faut élargir parce que c'est l'eau, la maîtrise de l'eau et la gestion de l'eau constituent donc le levier pour faire face donc à toute la question du stress hydrique et de la résilience. Et vous le voyez pendant toutes ces années où nous avons eu, si vous voulez, des années sèches et des problèmes c'est l'irrigué qui nous a permis donc de maintenir le PIB agricole. Et tout l'emploi, si nous avons aujourd'hui 36-37%, jusqu'à 40% d'emplois dans le secteur agricole, je dirais que plus que la moitié est dans les zones irriguées.
Donc, si vous voulez, lorsque nous avons une goutte d'eau, qui est une goutte bien sûr résiliente, il faut l'utiliser, il faut la valoriser. Très bien. Valoriser aussi les produits issus de l'agriculture. Oui. Ce qui m'amène à ce rapport du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre, selon lequel la commercialisation des produits agricoles doit être revue, en gros. Quelle réponse de votre ministère aux recommandations du CESE? Oui. Le rapport est très clair. Il reprend un peu tout le diagnostic qui a été fait au moment de l'évaluation du plan Maroc vert pour établir la génération green. Aujourd'hui, effectivement, tout le circuit de commercialisation doit être revu et organisé au niveau national. Donc, il faut une réforme, et une réforme des relais importants. Quels sont ces relais? Ce sont les marchés de gros. Et donc, la génération green, dans son deuxième fondement, place la réforme des marchés de gros et l'organisation des circuits de commercialisation comme axes prioritaires et fondamentaux. Et nous avons dans le pipe 12 marchés à réformer, 12 marchés régionaux à réformer, c'est-à-dire un par région. Et puis après, bien sûr, il y a des marchés locaux, les marchés communaux et provinciaux essentiellement. Et tout cela, bien sûr, c'est un travail que nous menons avec le ministère de l'Intérieur, mais c'est un axe essentiel. Nous avons commencé, on a commencé par le marché de Rabat qui est en construction aujourd'hui. Donc, qui devrait mettre fin aux spéculations? Qui va organiser, il va mettre fin aux spéculations, il va organiser, même les spéculateurs, on va les connaître d'abord, parce qu'ils ne sont pas connus, donc on va les organiser. Deuxièmement, ça va nous permettre de suivre sur le plan sanitaire nos produits et la traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un point où on peut contrôler comme à l'export. Vous voyez, donc dans ces marchés, ils seront organisés. Nous avons des modèles qui sont très très modernes et qui permettront aux agriculteurs d'aller vendre leurs marchandises et puis avoir les plateformes, si vous voulez, de froid, etc., pour permettre la préservation de la qualité des produits. Parce que souvent, vous voyez les marchés actuels, vous voyez exposés au soleil pendant toute la journée une production, le lendemain, la qualité, elle est forcément affectée. Et donc c'est tout ça, c'est disons, organisé en termes de faciliter l'accès au marché aux producteurs. Deuxièmement, permettre, si vous voulez, le contrôle de la qualité, et puis la traçabilité des produits, et puis assurer le suivi sanitaire de ces produits. Alors vous avez parlé de Génération News. On en est où? Génération Green. Génération Green. On en est où, Monsieur le Ministre, de ce programme, de sa mise en œuvre, et quelles sont aujourd'hui, sur quoi, avec ces urgences-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question, parce que quand on a les urgences, les gens oublient le reste. Vous savez, on gère les urgences, mais nous n'oublions pas du tout le stratégique ni l'investissement qui doit être fait conformément au plan d'action de la Génération Green qui a été lancé par Sa Majesté le Roi en février 2020, ça fait 2 ans. Et depuis, il y a eu donc une gouvernance spécifique qui a été mise en place pour le déploiement et la déclinaison, si vous voulez, sur le terrain donc, de la Génération Green. Nous avons, pour faire brièvement, 2 fondements. Le premier fondement donne la priorité à l'élément humain, vraiment qui est au cœur de l'équation de développement. Et le deuxième fondement, c'est de pérenniser toute la dynamique du développement agricole et la résilience des chaînes de production. Alors, pour le premier fondement, l'élément humain, au cœur des priorités, doit être vraiment mis, si vous voulez, décliné en termes donc, de création d'une classe moyenne, d'abord, agricole. L'objectif. Comment on crée une classe moyenne agricole? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'augmentation des revenus des exploitants et des exploitants et des éleveurs, etc. Et puis, il y a tout le côté qu'on ne prenait pas en considération avant, c'est le côté social. D'abord, la couverture sociale qui doit être généralisée pour cette population. Et c'est un chantier donc de grande envergure et que le gouvernement a pris en charge dès donc son installation. Et aujourd'hui, nous avons 1 600 000 agriculteurs qui vont bénéficier de... Pardon, je vous laisse finir parce que vous avez parlé d'un point très important. Et puis, il y a donc cette classe moyenne. La différence avec la classe en ville, c'est que vous avez tout le milieu dans lequel vit
le citoyen qui doit être, si vous voulez, mis à niveau et qui doit être attractif pour attirer ces classes moyennes qui augmentent leurs revenus à rester sur place. Et donc, c'est tout le développement rural qui doit accompagner le développement agricole en parallèle. Alors, est-ce qu'il ne faut pas justement, au niveau du gouvernement, activer ce registre national unifié pour justement mieux cibler ces populations-là que l'on veut, ou cette nouvelle classe moyenne que l'on veut créer? C'est en cours. Et en plus du registre unifié, il y a le registre agricole, national agricole, qui est en cours, qui est passé au Conseil de gouvernement. C'est une loi. Et qui est en cours, disons, d'études au niveau de la deuxième chambre. Et c'est un registre qui va nous permettre de compléter, bien sûr, le registre unifié parce qu'il focalise sur la population, mais le registre agricole, il est total. Il focalise également sur le capital végétal et animal, et ça nous permet justement un meilleur ciblage et des politiques publiques de manière globale, et puis surtout la déclinaison sur le terrain des projets. Alors, si vous permettez, donc... Je vous en prie, on revient à Génération Green, justement. Voilà. Après, nous avons dans cette deuxième axe la création d'emplois pour les jeunes. Nous voulons attirer les jeunes vers le milieu agricole. 180 000 donc, nouveaux jeunes exploitants que nous voulons intégrer d'ici sur 10 ans, bien sûr, avec un accompagnement, avec des leviers, avec des offres de l'État, des offres jeunes, pour pouvoir donc les amener dans le secteur agricole. Et puis, 170 000 dans les services. Jusqu'à présent, les services, on ne les comptabilisait pas. Tous les services qui tournent autour de l'écosystème agricole constituent, si vous voulez, un volet extrêmement important d'emploi pour attirer les jeunes. Et ça implique tous les outils modernes, basé essentiellement sur la digitalisation, l'agribusiness, l'aval des filières, effectivement, et puis l'emploi des outils digitaux aujourd'hui pour la commercialisation, pour également les techniques culturelles. Aujourd'hui, on a les drones dans l'agriculture, etc. Donc, créer des sociétés, des entreprises jeunes, des jeunes de services et des coopératives aussi de services. Et donc tout ça nécessite bien sûr un accompagnement ciblé. Donc nous avons une réforme du Conseil agricole pour qu'il puisse accompagner un meilleur accompagnement. Et puis toute la question des e-services. Nous avons des plateformes informatiques qui vont permettre à l'agriculteur d'avoir de l'information et de simplifier aussi les services administratifs pour l'agriculteur. Et donc, si vous permettez, le deuxième volet, c'est cette pérennisation. Tout ça a déjà commencé. Bien sûr, tout ça a déjà commencé. Tout ça est lancé, c'est bien sûr, c'est programmé. Annuellement, nous avons un plan d'action annuel. Donc, et puis le deuxième, c'est cette question de pérennisation et de résilience. Alors, la question donc d'irrigation continue, comme j'ai dit, nous avons déjà fait 100 000 hectares entre l'année dernière et cette année en matière donc de goutte à goutte. Là, il y a la station d'Akhla qui va rentrer également de dessalement. Et puis, il y a la question d'extension aussi de certains périmètres. Alors, justement, Monsieur le Ministre, puisque vous évoquez ce potentiel, moi j'ai envie de parler aussi de potentiel des terres agricoles collectives, les terres sous l'ailiette. Où en est ce projet? Cela fait 2 ans qu'on n'en entend plus vraiment parler. Est-ce qu'il bloque? Non, il y a tout un travail, si vous voulez, de diagnostic d'assainissement, etc. C'est quoi les terres collectives? Il faut d'abord les délimiter, d'accord? Et puis, il faut identifier les ayants droit de ces terres. Et c'est le travail que le ministère de l'Intérieur est en train de faire, parce que c'est la tutelle de ces terres. Et puis, il y a déjà des terres qui sont loués aujourd'hui à travers des appels d'offres par le ministère de l'Intérieur. Et justement, ce capital de terre qui va nous permettre d'avoir un levier pour attirer les jeunes. Dans ces différents discours, son discours, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a parlé de 1 million d'hectares qui peut être mobilisé et qui peut être un levier pour les jeunes. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons défini les offres, qu'est-ce qu'on peut offrir pour ces jeunes et qui soient des incitations, en plus des incitations universelles donc pour les jeunes. Et la terre, donc, en tant que levier, effectivement.
Très bien. Alors, peut-être je vous laisse finir sur Génération Green et aussi sur votre programme en concordance avec les recommandations du nouveau modèle de développement. Bien sûr. En quelques points. Alors, donc la priorité va être donc, dans le deuxième fondement au niveau des chaînes de production à l'aval des filières, la valorisation. Aujourd'hui, l'objectif est que 70% de la production agricole doit passer par la valorisation avant d'être commercialisée. C'est le chiffre qui est l'objectif de la Génération Green. Donc il faut étendre cette valorisation au niveau national. Les agropoles, qui sont des plateformes industrielles, agro-industrielles, il faut promouvoir leur utilisation, il faut attirer les investisseurs, oui. Et puis il faut créer un écosystème où il y a les petites et moyennes entreprises pour valoriser, parce que cette valorisation nous permettra d'abord d'améliorer le revenu des agriculteurs, parce qu'il faut qu'une partie revienne aux agriculteurs, mais de créer de la richesse localement et de créer l'emploi, et puis de réguler. De réguler les circuits, parce que ça permet de conserver et de vendre et de distribuer donc quand il faut. Alors, et puis, une question fondamentale dans la résilience, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé des assolements, c'est-à-dire les nouvelles cultures. Qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelles cultures qui s'adaptent, si vous voulez, et qui utilisent moins d'eau et qui sont résilientes? Donc nous avons un certain nombre de cultures sur lesquelles on va focaliser, qu'on va encourager. Par exemple, le caroubier. Nous avons dans le programme 100 000 hectares à planter dans le cadre de l'agriculture solidaire. Oui. Et puis nous avons le cactus, par exemple, on a connu un problème avec le cactus, avec la cochenille. Mais aujourd'hui, nous avons résolu le problème avec 8 variétés résistantes que nous avons développées à travers l'Institut national de la recherche agronomique. Et elles ont été en train d'être multipliées pendant ces 4 années. Et cette année, dans les 2-3 semaines à venir, on va commencer la plantation de cactus. Et puis, il y a d'autres espèces. Effectivement, les plantes aromatiques et médicinales. Il y a tout un ensemble d'espèces de niches qu'on va encourager dans le cadre de la Génération Green. Et il y a beaucoup de points similaires entre le plan Génération Green et les recommandations du nouveau modèle de développement. Bien sûr, mais la Génération Green... Rapidement, Monsieur le Ministre. Oui, parce que, vous savez pourquoi? Parce que d'abord... parce que toute cette question, donc tout le plan, pendant le plan Maroc Vert, le plan Maroc Vert a défini, a réglé les prérequis pour arriver aux vraies questions de développement. Donc il nous a permis donc d'aller plus loin, d'avoir les diagnostics et de faire les choix par rapport à la question du climat, à la question de... Donc quand il s'agit de climat, ce que nous faisons est parfaitement en ligne avec le nouveau modèle, avec les recommandations du nouveau modèle. Donc la résilience, si vous voulez, il faut faire des choix pour assurer cette résilience du secteur. Et puis, évidemment, nous avons révisé, nous avons regardé la mise en œuvre de la Génération Green en conformité avec les dispositions du nouveau modèle. Et donc, si vous permettez, dernier mot, parce qu'on n'en parle pas souvent, on oublie le sol. Dans tout ce qu'on fait, on oublie le sol. Et le sol, c'est-à-dire la terre, est très important. Elle se dégrade aussi. Donc c'est une ressource. C'est une ressource qu'il faut. Elle aura une place très importante au niveau de. Et vous prenez ça en compte dans Génération Green? Un gros programme va être donc développé par rapport à ce sujet. Hâte qu'on en parle. Merci beaucoup, Mohamed Sadjiqi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.